Alors, quelques mots pour présenter Christy Pichicero, qui est donc Associate Professor of History, French and African American Studies à George Mason University. Et nous vous remercions d'avoir traversé l'Atlantique pour venir nous apporter vos lumières. Vos recherches portent sur l'histoire socio-culturelle de la France et de son empire, et elles sont résolument interdisciplinaires, puisque, Christy, vous faites dialoguer littérature, aussi un peu la musicologie, mais aussi l'histoire militaire, l'histoire des sensibilités, l'histoire du multiculturalisme et les critical race studies et les gender studies. C'est évident dès lors que l'on considère votre premier livre, qui est paru en 2017 à Cornell University Press et qui portait sur les Military Enlightenment, les lumières militaires, une sorte d'expression oxymorique, détonnante, mais qui montre comment dans le contexte d'une évolution du discours public, les façons de penser et de mener la guerre ont évolué au XVIIIe siècle afin de proposer des manières de faire la guerre davantage nourries d'une forme d'humanisme et ont contribué ainsi à faire progresser des visions naissantes de la justice sociale, du multiculturalisme également. Et votre ouvrage a été bâti autour d'une grande variété documentaire mêlant les œuvres d'art, les écrits militaires, des œuvres littéraires également, donc vraiment une illustration parfaite de votre méthode interdisciplinaire. Et puis aujourd'hui, enfin dans ces dernières années, vous menez actuellement donc 2 projets particulièrement ambitieux qui continuent d'articuler Black Studies, histoire des diasporas et histoire des esclavages et des empires. Une première enquête collective vous amène à mener donc une étude des identités diasporiques africaines à travers les empires à l'époque de l'esclavage et avec votre équipe, un premier jalon est quasiment finalisé, la constitution d'une base de données exceptionnelle sur les esclaves, les personnes de couleur présentes dans la métropole française et pas seulement à Paris, mais dans les différents espaces urbains. Donc on a hâte de la découvrir en ligne. Et puis vous achevez une biographie expérimentale de Joseph Bologne, plus connu ici, et le pseudonyme, la question du pseudonyme évidemment nous intéresse, sous le nom du Chevalier de Saint-Georges, tour à tour escrimeur, compositeur, soldat, et personnage éminemment décrit, conspué aussi à la fin de l'Ancien Régime et dans les années révolutionnaires. C'est une étude de cas, une biographie expérimentale, car une étude de cas qui vous permet de questionner les assignations et les transgressions sociales et raciales dans la France des Lumières et de travailler les tensions entre les notions de pouvoir, de privilège, de célébrité et de noir ou noirceur, black évidemment en anglais. Et vous rassemblez pour cela et vous confrontez pour cela une multitude de sources qui vous amène à naviguer des archives départementales du Nord aux archives d'Agen, tout en passant par le service historique de la Défense à Vincennes, sans oublier une multitude de sources médiatiques, musicologiques, etc. etc. Donc, nous avons beaucoup de chance d'écouter aujourd'hui en avant-première quelques-uns de vos résultats autour d'une communication donc, qui intitulée « Race, révolution et célébrité dans le monde atlantique, le cas du Chevalier de Saint-Georges ». Donc, vous allez rappeler évidemment les origines caribéennes. Merci beaucoup, Christy. Merci, merci. Je suis éblouie par cette introduction. Je voudrais commencer par donc remercier chaleureusement, très chaleureusement, Mélanie Traversier, collègue très estimée et généreuse. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, le Collège de France et sa fondation Hugo, Antoine Lilti, Jean-Louis Fassi et les organisatrices et organisateurs de ce magnifique colloque. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les collègues et membres du public venus participer à ces riches échanges. C'est un énorme honneur d'être parmi vous, ici. L'esprit démocratique du Collège de France m'impressionne et m'inspire à la fois, car je crois fortement que les débats scientifiques concernant l'histoire
ne doivent pas être la prérogative exclusive des universitaires et autres scientifiques. En effet, l'étude de l'histoire est un processus collectif et un héritage qui nous appartiennent à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite contribuer à nos échanges en apportant une réflexion visant à éclaircir un sujet complexe et parfois dérangeant, mais qui représente néanmoins une dimension essentielle de nos discussions des Lumières médiatiques. En prolongeant les interventions de Camille Cordier et de Clément Thibault hier, il s'agit de situer notre conceptualisation de l'époque moderne française dans ses vraies dimensionnalités géographiques, économiques, sociales, politiques et culturelles, ainsi que dans ses paradoxes et échecs les plus flagrants. Oui, le XVIIIe siècle en France fut celui des Lumières, des journalistes et philosophes, des idées de tolérance religieuse, un siècle de révolution aux premières lueurs de républicanisme, de liberté, égalité, fraternité, des droits de l'homme. Nous en sommes fiers et nous nous considérons comme les heureux héritiers des meilleures idées et pratiques de cette époque. Mais le XVIIIe siècle fut aussi un âge d'empire, d'esclavage et de racisme. Comme d'autres pays européens engagés dans le capitalisme mondial et la géopolitique à ses débuts, la France a étendu ses tentacules à travers continents et océans, s'est fortement impliquée dans la traite triangulaire et cela a augmenté de façon exponentielle pendant le XVIIIe siècle. Ce que je vous présente constitue de fait que les contemporains et contemporaines de l'époque n'ignoraient guère. L'Empire, les colonies et l'esclavage ne furent pas des phénomènes ou des questions lointains ou détachés du quotidien des Français en métropole, Français qui consommaient le sucre et d'autres produits coloniaux, qui étaient impliqués dans et affectés par l'économie de l'Empire. Dans les espaces urbains, non seulement dans les villes portuaires, mais à travers le pays, et ici à Paris, comme Miranda Spiller nous le montre, ils rencontraient des hommes, femmes et enfants de couleur, le plus souvent esclavisés, parfois libres, au moins nominalement. Étudiés par des historiens tels qu'Éric Noël, Pierre Boulle, avec qui je collabore, je tiens à le préciser sur cette base de données. C'est le travail d'une grande carrière de mon cher collègue Pierre Boulle, ainsi que Sue Peabody, Feu Marcel Dorigny, Miranda Spiller et d'autres encore, cette population de gens de couleur appelée à l'époque, et encore, comme Megan Roberts nous a dit, de façon raciste, des nègres, des noirs, des mulâtres et bien d'autres noms altérisants, et estimé d'avoir été entre 5 et 20 000, donc 5 et 20 000 de ces personnes de couleur ici en métropole. Policés par l'État, sujet sur lequel je reviendrai, ils travaillaient en tant que domestiques, maîtres d'escrime et de danse, coiffeurs, artisans, mais aussi en tant qu'officiers de l'armée. Certains sont devenus des célébrités, participant pleinement aux Lumières médiatiques que nous explorons ensemble lors de ce colloque. Aujourd'hui, je souhaite interroger des questions concernant la race, la résistance et la célébrité, à l'époque de l'esclavage en tout essor, de l'Empire français évoluant et des révolutions américaines, haïtiennes et françaises, en prenant l'exemple du sujet central de mon livre, le célèbre escrimeur, compositeur, violoniste et officier militaire Joseph Bologne, le chevalier de Saint-Georges. Comparé aux gens esclavagés, labourant et mourant dans les plantations des îles à sucre de la Caraïbe, Saint-Georges fut une exception par son parcours à la fois privilégié et très précaire. Ce sens de paradoxe, de privilège et de précarité forme le socle de l'approche que j'adopte en étudiant le chevalier. Tout en analysant sa fortune littérale et figurative, fortune qui d'ailleurs fut très changeante, les faits de sa vie démontrent qu'il faut néanmoins concevoir son existence non pas à travers un discours de privilège légal et de droit, mais plutôt par une phénoménologie de vulnérabilité continuelle et enrageante pour le chevalier. Aujourd'hui donc, en revenant à nos discussions sur les Lumières médiatiques, je présenterai plusieurs analyses
pour montrer comment la médiatisation racialisée des talents et de la vie de Saint-Georges a joué un rôle principal dans ces chutes, des fois dévastatrices, au tournant de la roue de la fortune, éclairant ainsi comment les régimes de visibilité évoqués hier et les mécanismes de célébrité décrits par notre cher collègue Antoine Lilti fonctionnaient pour les personnes africaines et afrodescendantes au XVIIIe siècle. Dans un premier temps, je commencerai mon interrogation par une analyse d'un document qui me permettra à la fois d'éclairer la question de la race et de la célébrité, tout en offrant une brève biographie de Saint-Georges. Dans un second temps, j'aborderai directement la question de la médiatisation en poursuivant des analyses discursives des représentations textuelles et, désolé, pas des représentations musicales, ça sera pour une autre fois. Donc, les représentations textuelles de Saint-Georges dans les médias, en particulier dans la correspondance littéraire de Friedrich Melchior Grimm. Ainsi, je montrerai comment Saint-Georges fut de plus en plus marqué par des attributions raciales et des stéréotypes anti-noirs, ce qui a fini par entraîner de multiples déceptions parfois catastrophiques dans sa carrière et sa vie. Cependant, je tiens aussi à vous montrer comment Saint-Georges, devenu expert dans la navigation de la célébrité en France comme à l'étranger, a su manipuler à son avantage cette même culture. Dans un dernier temps, donc, je traiterai un exemple particulièrement intéressant, un épisode à Londres au moment de l'éclatement de la Révolution française, qui met en relief l'intelligence de Saint-Georges dans le monde des lumières médiatiques. De son vivant, Saint-Georges atteignit une renommée internationale pour ses nombreux talents remarquables. Même des personnes qui ne l'avaient jamais rencontré parlaient de lui, et, comme cela arrive souvent dans le monde de la célébrité, d'antan comme aujourd'hui, les ragots et les récits fictifs circulaient à son sujet. Le journal intime de John Adams, donc mentionné hier par Guillaume Mazot dans sa communication sur le physionotrace, John Adams, donc commissaire américain en France et futur deuxième président des États-Unis d'Amérique, en témoigne. En mai 1779, John Adams écrivit à propos de Saint-Georges dans son journal intime. Adams se trouvait à Lorient avec son fils, John Quincy Adams, leur départ pour l'Amérique du Nord étant retardé de plusieurs semaines en raison du déclenchement des hostilités navales entre la France et l'Angleterre. Le 17 mai, il écrivit qu'un ami lui avait donné, et je vous lis en français, ma traduction, un récit de Saint-Georges à Paris, un mulâtre, fils d'un ancien gouverneur de Guadeloupe, par une négresse. Il a une sœur mariée à un fermier général. C'est l'homme le plus accompli de l'Europe en équitation, à la course à pied, le tir, l'escrime, la danse, la musique. Il peut toucher un bouton de la veste ou du gilet des plus grands maîtres d'escrime et peut toucher une pièce de monnaie en l'air avec une balle de pistolet. Alors, pour mieux déchiffrer ce petit récit, je vais vous relater rapidement et probablement bien trop rapidement une partie de la biographie de Saint-Georges. Né en 1745 à Baillif-Basse-Terre, dans la colonie française de Guadeloupe, une merveilleuse île que j'adore, Saint-Georges était en réalité le fils d'une femme noire esclave nommée Anne ou Nanon et d'un créole blanc nommé Georges Bologne. Mais son père n'était pas gouverneur, loin de là. C'était un planteur marié à une créole blanche nommée Élisabeth Méricain, avec qui il avait une fille légitime, Élisabeth Bénédictine. Georges Bologne, devenu riche grâce à ses plantations de sucre et de café en Guadeloupe, put envoyer ses enfants, l'une blanche et l'autre métisse, en France métropolitaine pour recevoir une éducation d'élite, comme le faisaient de nombreux planteurs nobles et roturiers. Mais à l'égard de son fils illégitime, une étape supplémentaire fut nécessaire. Bologne devait affranchir Joseph ainsi que Nanon avant leur premier voyage transatlantique de la colonie à la métropole en 1748.
Après que la famille se soit installée à Paris, en 1755, jeune Joseph fut inscrit à l'Académie d'escrime de Nicolas Texier de la Boétière, où les talents extraordinaires du garçon attirèrent rapidement l'attention. Antoine, le fils de la Boétière, écrivit dans son traité de l'art des armes qu'à 15 ans, ses progrès avaient été si rapides qu'il battait les plus forts tireurs. À 17 ans, il avait acquis la plus grande vitesse. Avec le temps, il joignit encore à sa prompte exécution des connaissances qui achevèrent de le rendre inimitable. Dans le cadre de son éducation, Saint-Georges suivait parallèlement des leçons de violon et de composition musicale. De manière tout à fait remarquable, peut-être inimitable en effet, sa dextérité avec l'archet égalait son habileté à l'épée. En 1769, Saint-Georges fut invité à jouer du violon au Concert des amateurs, l'un des ensembles orchestraux les plus prestigieux de l'Europe, installé dans l'opulent hôtel de Soubise, sachant que beaucoup de nous connaissent cette adresse comme étant le site du Caron, aux Archives nationales dans le Marais, un contraste architectural assez choquant. Malgré cela, en 1773, Saint-Georges avait composé les 6 premiers quatuors à cordes, puis continua son parcours musical en créant des concertos, des symphonies concertantes et des opéras, dont une partie fut publiée de son vivant. Donc, question entre parenthèses pour nous tous, peut-on parler des partitions de musique dans nos discussions de l'imprimé des Lumières médiatiques? À l'âge de 28 ans, Saint-Georges devint le directeur, violon principal et compositeur officiel du Concert des amateurs. Mais bien avant cela, la carrière militaire de Saint-Georges fut lancée et en bonne route. Son père lui avait procuré une rente et après la guerre de 7 ans, avait commencé à lui acheter des commissions militaires. En 1763, son père falsifia des preuves de noblesse et acheta une charge d'inspecteur général des guerres royales pour Joseph, qui devint peu après le premier homme d'ascendance africaine à servir dans les gendarmes de la garde du roi à Versailles. Plus tard, pendant la Révolution française, il devint le commandant de la première unité entièrement noire de l'armée française, la Légion des Américains et du Midi, surnommée la Légion Saint-Georges, formée en 1792. Ces triomphes, célébrés par les partisans de l'idée d'une France égalitaire et universaliste sans racisme présent ou passé, ont alimenté pourtant une vision très partielle de la vie de Saint-Georges. Il ne faut pas en être dupe et je vais vous montrer pourquoi. Pour ce faire, je passe à la seconde partie de mon analyse où j'aborderai en plus de profondeur la question de la médiatisation, la célébrité et la race. Dans l'œuvre magistrale Figure publique, l'invention de la célébrité, je vais t'embarrasser Antoine, d'Antoine Litty, que vous connaissez tous, et si vous ne l'avez pas lu, je vous le suggère très très fortement, ce livre. Il décrit les caractéristiques principales qui définissent la célébrité par rapport à d'autres formes de notoriété telles que la réputation et la gloire. Et je te cite, Antoine, tu pourrais lire ça toi-même, mais bon, je prends ta voix. Mais la spécificité des sociétés modernes tient à l'apparition d'une troisième forme de notoriété, la célébrité. Celle-ci se traduit à première vue par une réputation très étendue. L'individu célèbre n'est pas seulement connu de sa famille, de ses collègues, de ses voisins, de ses pairs ou de ses clients, mais d'un vaste ensemble de gens avec lesquels il n'a aucun contact direct, qui ne l'ont jamais rencontré et ne le rencontreront jamais, mais qui sont fréquemment confrontés à sa figure publique, c'est-à-dire à l'ensemble des images et des discours associés à son nom. Autrement dit, une personne célèbre est connue par des gens qui n'ont aucune raison d'avoir un avis sur elle, qui ne sont pas directement intéressés à porter un jugement sur sa personnalité ou sur ses compétences. La célébrité d'un chanteur commence lorsque son nom et son visage sont connus de ceux qui n'écoutent pas ses chansons. Celle d'un footballeur lorsqu'il est reconnu par ceux qui ne regardent jamais un match. La personne célèbre n'a plus affaire, dans le cadre de sa célébrité, à des collègues,
des admirateurs, des clients, des voisins, mais à un public. Revenant au journal intime de John Adams, en mai 1779, nous voyons mieux que son langage révèle des caractéristiques précises, ses caractéristiques précises, ainsi que des nuances subtiles concernant la race, dans le statut de célébrité du chevalier de Saint-Georges. Adams écrivait avec admiration du chevalier et de ses talents, bien qu'il n'ait jamais rencontré l'homme, ni assisté à ses prouesses pour les évaluer. En se référant à Saint-Georges comme l'homme le plus accompli de l'Europe, il indiquait l'ampleur de la réputation du chevalier qui avait dépassé le cadre local. La curiosité concernant la vie privée des célébrités, aspect dont nous avons parlé hier, est évidente dans la discussion d'Adams sur la famille de Saint-Georges. L'arbre généalogique relaté par Adams fut erroné, nous le savons, montrant l'influence des rumeurs, des potins, des oui-dire dans la construction de l'image publique de Saint-Georges, qui était fabriquée donc de demi-vérités. Le récit par Adams des prouesses de Saint-Georges touchant un bouton de la veste ou le gilet des maîtres d'armes, une pièce de monnaie en l'air avec une balle de pistolet, montre comment le chevalier lui-même construisait et alimentait continuellement son statut de célébrité par des exploits. En effet, pour revenir au texte d'Antoine, Saint-Georges n'avait plus affaire, dans le cadre de sa célébrité, à des collègues, des admirateurs, des clients, des voisins, mais à un public. Cependant, il est essentiel de reconnaître les façons dont ce journal intime d'Adams met également en lumière des informations sur la race et la célébrité dans le cas du chevalier de Saint-Georges. Les trois premières données communiquées à propos de cet homme sont Saint-Georges, Paris et mulâtre. Ce qui définissait le chevalier était son nom, son lieu de résidence et son attribution raciale. Les commentaires biographiques qui suivent, fils d'un ancien gouverneur, la sœur mariée à un fermier général, ne doivent pas être lus comme une description simple, mais aussi comme une forme subtile, et je vais en dire plus, peut-être même inconsciente, de justification de l'excellence de Saint-Georges. Le statut présumé du père en tant qu'ancien gouverneur colonial et le mariage socialement prestigieux de sa sœur rehaussent le rang social de Saint-Georges et mettent en avant son ascendance européenne, tout en minimisant, dans une certaine mesure, ses racines africaines. La taxonomie des constructions de célébrité de Chris Rojek nous permet de mieux décoder les mécanismes à l'œuvre ici. Dans la taxonomie de Rojek, la célébrité peut être accréditée, donc associée à une lignée historique comme la monarchie ou comme la noblesse, accomplie, dérivée de réalisations comme le jeu d'acteur ou le sport, ou attribuée, ce qui signifie que la notoriété est acquise à la suite d'intermédiaires culturels qui, dans le cas de Saint-Georges, incluaient notamment la reine Marie-Antoinette, le duc de Soubise et John Adams, entre autres. Saint-Georges possédait une célébrité qui fut attribuée par ces derniers notables et accomplie par ses actions. Mais elle lui a été également accréditée à travers un fantasme d'origine patrilinéaire puissante, prestigieuse, potentiellement noble, ou au moins proche de la noblesse. Dans le journal de John Adams, le statut social imaginé de Saint-Georges, son droit de blancheur, blanchitude ou whiteness, spécifiquement un type de blancheur normative, privilégiée, masculine, tacitement hétérosexuelle et chrétienne, ainsi que ses accomplissements, dominent le portrait du chevalier plus que ses racines africaines et ce que l'on appelait la tâche de l'esclavage. Et pourtant, ce ne fut pas le cas aux yeux de tous les observateurs, surtout en France, où la police des Noirs fut de plus en plus sévère. Rappelons comment le monde scientifique et médical des Lumières, comme l'a décrit Megan Roberts, s'intéressait, et cela avec bien des préjugés, aux questions concernant la physionomie noire. Souvenons-nous également qu'en plus du Code noir de 1685 qui dictait les mandats concernant l'esclavage dans les colonies, plusieurs édits ont été également établis en France métropolitaine pour policer les vies des gens de couleur esclavisés et libres.
Comme nous l'ont montré Sue Peabody et Pierre Boulle, les premiers édits de 1716 et 1738 ont avancé des restrictions concernant la venue et les activités des gens esclavagés en métropole, tandis qu'en 1762, l'amirauté a émis une ordonnance qui employait un langage racial au lieu d'un langage centré sur l'esclavage même, et exigeait que tout individu d'héritage africain vienne s'inscrire sur une liste. Et bien sûr, ça nous rappelle les registres de Juifs avant la Shoah. Voici le document de Saint-Georges, donc signé à l'amirauté en 1762. Il avait seulement 17 ans. Enfin, en 1777, une législation marquante dans l'histoire mondiale de la police des communautés noires fut adoptée, nommée sans phare la police des Noirs. Cette déclaration abandonna le cadre de l'esclavage et de l'héritage familial pour adopter des critères purement raciaux en ciblant la couleur de la peau. La législation décréta illégale la venue des gens de couleur en métropole, créa des prisons dans les villes portuaires pour intercepter ceux et celles qui arrivaient et inaugura un système de déportation. Tous les gens de couleur vivant en France devaient signer un registre, encore une fois, pour les rendre visibles et traçables. Ces facettes de fonctionnement de la police des Noirs nous ont laissé des fonds d'archives importants qui sont très utiles pour nous, les historiens et historiennes. Pour finir, en 1778, un autre édit interdit le mariage entre les gens de couleur et les Blancs français. Tout cela se déroula pendant la vie du chevalier de Saint-Georges et doit être pris en compte non pas comme arrière-plan à ses activités, mais comme une force frontale qui participa à former ses actions ainsi que celles de ses proches et de ses publics. C'est ici que je retourne à la question de la visibilité, en insistant sur une analyse qui met en exergue l'intersection des régimes de visibilité, en sachant que Saint-Georges naviguait une visibilité dans la société noble et élite qu'il habitait, la visibilité de la performance, des représentations de musique et d'escrime parmi d'autres, et enfin une visibilité raciale qui rappelait son ancien statut d'esclave et le rendait sujet à la police des Noirs, compris au sens large. Les enjeux de la visibilité sont donc très complexes et même paradoxaux pour un individu tel que Saint-Georges, qui connut tant le privilège de la célébrité que la précarité qu'elle pouvait produire dans la vie d'un homme de couleur en France au XVIIIe siècle. Saint-Georges qui vivait de sa célébrité en se faisant risquer sa vie. Nous devons voir de plus près à ce stade comment l'attribution raciale fut utilisée contre Saint-Georges et comment cela alimenta le cycle de précarité dans sa vie et sa carrière. Les médias du XVIIIe siècle ont joué un rôle important dans le processus, fonctionnant comme des mécanismes pour créer la célébrité, mais aussi pour perpétuer et normaliser les stéréotypes racistes et anti-noirs, blessants et dangereux pour lui comme pour bien d'autres. J'ai fait l'analyse de beaucoup de différents exemples de ce phénomène dans mes recherches, mais je n'ai le temps que pour traiter un seul cas, à savoir une série de commentaires de Friedrich Melchior, le baron von Grimm, à l'égard de Saint-Georges et son œuvre musicale dans le périodique La Correspondance littéraire, philosophique et critique. La correspondance littéraire, fondée par l'abbé Raynal et publiée en pleine époque des Lumières, entre 1747-8 et 1793, fut un périodique manuscrit destiné à un public aristocratique et élite, surtout parisienne, soit le public de Saint-Georges. Nous n'avons pas la liste d'abonnés, malheureusement, donc aidez-nous à chercher cette liste d'abonnés. Donc nous ne pouvons pas quantifier son influence pour l'instant, mais nous savons néanmoins que son influence fut considérable dans le monde des mondains. Dans les deux extraits que je vais vous montrer, vous verrez que la rhétorique racialisée concernant le chevalier fut de plus en plus intensifiée.
La première critique a circulé dans le numéro de juillet 1777 du bulletin, un moment où l'édit prohibant le mariage mixte fut en cours d'élaboration et moins d'un an après la déclaration pour la police des Noirs. Le 17 juillet 1777, le public des théâtres à Paris et la cour royale à Versailles étaient en effervescence à l'approche de la première de l'opéra Ernestine à la Comédie Italienne. Pierre Chauderlot de Laclos, alors capitaine d'artillerie et plus tard l'auteur des Liaisons dangereuses, que vous connaissez tous, et secrétaire du paria royal Louis-Philippe II, le duc d'Orléans, plus tard Philippe Égalité. Laclos avait écrit le libretto, le livret, basé sur le roman Ernestine de 1762 par Madame Riccoboni. Saint-Georges avait composé la musique, bien sûr. La reine Marie-Antoinette et ses belles-sœurs, les comtesses de Provence et d'Artois, ont quitté Versailles pour venir au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. La première de l'opéra, malheureusement, fut un désastre, non seulement à cause de l'opéra lui-même, mais aussi à cause de l'ivresse de la chanteuse d'opéra Louise Rosalie Lefebvre, connue sous le nom de Mademoiselle du Gazon, qui se serait enivrée de plus en plus, buvant des gorgées d'alcool d'une flasque que son valet lui tenait en coulisses. Plutôt qu'à la du Gazon ivre dans son compte-rendu, Grimm s'en est pris à Saint-Georges et à Laclos, ainsi qu'à Des, appelé Desfontaines ou Desfontaines-la-Vallée, qui aurait participé à l'écriture du livret de l'opéra. Les remarques de Grimm peuvent sembler dans une certaine mesure élogieuses, mais elles doivent être lues dans le contexte culturel concernant la race que je vous ai déjà décrit. Donc, la musique est de Monsieur de Saint-Georges, jeune Américain plein de talent, le plus habile tireur d'armes qu'il y ait en France, l'un des coryphées du concert des amateurs. Le sujet de ce malheureux drame est tiré du joli roman de Madame Riccoboni intitulé Ernestine. On ne pouvait guère choisir un sujet plus agréable, on ne pouvait guère le défigurer d'une manière plus maussade. Messieurs de Laclos et Desfontaines ont jugé que le fond de ce sujet, plus intéressant que comique, avait besoin d'être égayé par un épisode. Ils en ont ajouté un rôle de valet qui est le chef-d'œuvre de la platitude et du mauvais goût. Le talent de Pergolèse même n'aurait pu soutenir un pareil ouvrage, et la composition de Monsieur de Saint-Georges, quoique ingénieuse et savante, a paru manquer souvent d'effet. On y trouve de la grâce, de la finesse, mais peu de caractère, peu de variété, peu d'idées nouvelles. Grimm commence donc sa critique en qualifiant Saint-Georges d'américain, un sobriquet dénotant ses origines coloniales par opposition à la France métropolitaine. Cette vision d'un parvenu étranger exotise Saint-Georges tout en reconnaissant ses capacités physiques dans l'escrime et sa place en tant que talent de premier plan coryphée au concert des amateurs. Bien que Grimm ait principalement blâmé le livret plutôt que la partition musicale pour l'échec de l'opéra, le talent de Pergolèse n'aurait pas pu sauver cet ouvrage, il a néanmoins caractérisé la musique de Saint-Georges comme mécaniquement sophistiquée, grasse, finesse, mais sans imagination et de manière générale plate. Peu de caractère, peu de variété, peu d'idées nouvelles. Qualifier la musique de savante et de dire qu'elle manquait d'idées nouvelles communiquait également que le compositeur ne possédait pas de génie créatif, ni était capable que de répéter par imitation les conventions de composition qu'il avait apprises. Ces insultes rappelaient les stéréotypes racistes et anti-noirs qui assimilaient les Africains et afrodescendants aux singes, idées qui furent promulguées pour justifier l'esclavage. S'il y a un air de compliment traître dans ce texte, en 1787, 10 ans après la déclaration de la police des Noirs, Grimm fut plus audacieux dans ses affirmations raciales biologiques concernant Saint-Georges. En effet, il avança un cadre ouvertement racialisé et raciste de critique esthétique dans le numéro de septembre 1787 de la correspondance littéraire. Grimm commenta l'opéra comique en 2 actes de Saint-Georges, La fille et garçon, qui avait fait sa première au Théâtre des Italiens le 18 août de cette année. Alors, encore notre ami Grimm.
La musique est de Monsieur de Saint-Georges, mulâtre plus célèbre par son prodigieux talent pour l'escrime et par la manière très distinguée dont il joue du violon que par la musique de deux opéras comiques, Ernestine et La Chasse, qui ne survécurent pas à leur première représentation. Le fond de cette pièce ne mérite pas qu'on en parle. Quant à la musique, quoique mieux écrite qu'aucune autre composition de Monsieur de Saint-Georges, elle a paru également dépourvue d'invention. Les divers morceaux qui la composent ressemblent, et par les motifs, et même par les accompagnements, à des morceaux trop connus. Ceci rappelle une observation que rien n'a encore démentie. C'est que si la nature a servi d'une manière particulière les mulâtres, en leur donnant une aptitude merveilleuse à exercer tous les arts d'imitation, elle semble cependant leur avoir refusé cet élan du sentiment et du génie, qui produit seul les idées neuves et les conceptions originales. Peut-être aussi ce reproche fait à la nature ne tient qu'au petit nombre des hommes de cette race à qui les circonstances ont permis de s'appliquer à l'étude des arts. Le commentaire d'ouverture de Grimm met en avance la race de Saint-Georges de deux manières. Premièrement, avec une épithète raciale mulâtre, et deuxièmement, avec sa référence aux prouesses physiques et mécaniques du chevalier dans l'escrime et le violon, plutôt qu'au travail plus érudit et créatif de la composition musicale. Comme si ce portrait dénigrant n'était pas assez clair, Grimm ajouta un compliment déguisé en écrivant que cette musique terne était la meilleure que le chevalier ait jamais produite. Une vision biologique de la race est à l'œuvre lorsque Grimm utilisa le mot race et fit référence à la nature, ayant donné aux mulâtres une aptitude merveilleuse à l'imitation, mais en leur refusant le sentiment ou le génie vraiment raffiné. Grimm ouvrit néanmoins la possibilité que le prétendu manque de sentiment et de génie ne soit pas une faute de la nature, mais de la société, qui refusait à de tels individus la chance de s'appliquer aux études académiques et aux arts. Malgré cela, ces remarques ici et bien d'autres d'ailleurs tentaient clairement de rendre l'attribution raciale dénigrante la principale perspective pour penser Saint-Georges. Il va sans dire que les compositeurs blancs de l'époque recevaient également des critiques sévères, épicées, piquants, mais ils n'étaient pas stigmatisés, ces autres compositeurs blancs, ils n'étaient pas stigmatisés biologiquement via un discours de la race et ils n'étaient donc pas sujets aux mêmes dommages ou dangers. Retracer les blessures par le racisme peut être délicat, mais dans le cas de Saint-Georges, les dommages sont évidents. Le plus grave fut le rôle du racisme dans les circonstances qui lui ont coûté le poste de directeur de l'Académie royale de musique en 1776, pour lequel il fut le principal prétendant. Dans cet épisode, les chanteuses Sophie Arnoux et Rosalie Levasseur, donc la chanteuse ivre d'Ernestine, et la danseuse Marie-Madeleine Guimard, instrumentalisèrent le racisme anti-noir pour éliminer Saint-Georges comme candidat. Les trois femmes écrivirent une pétition publique à la reine Marie-Antoinette disant que, et je cite, « leur honneur et la délicatesse de leur conscience ne leur permettraient jamais d'être soumises aux ordres d'un mulâtre. » Fin de citation. Jouer la carte raciale, si on peut parler ainsi, fut un succès dans ce cas. Face à ce geste dramatique et au pouvoir de l'hiérarchie raciale, Saint-Georges retira sa candidature. Curieusement, la question de la race n'était pas la vraie motivation de la tentative des femmes d'écarter Saint-Georges de l'Académie royale de musique. Guimard avait conspiré pour placer la direction de l'opéra entre les mains de son amant, Papillon de la Ferté, qui était l'intendant des menus plaisirs du roi Louis XV et dont la position était menacée sous Louis XVI. La race était l'outil parfait pour se débarrasser de Saint-Georges, ouvrant ainsi la voie à Papillon de la Ferté pour prendre ce rôle de directeur, ce qu'il fit. L'impact de cet événement fut immense pour Saint-Georges. Il l'éloigna de Versailles, ce qui, combiné au décès de son père en 1774, initia une période d'instabilité dans sa carrière et son réseau de soutien.
En tant que scandale public, l'affaire de l'opéra solidifia également les stéréotypes anti-noirs parmi les élites les plus influentes du pays et mit en avant l'attribution raciale comme marque principale, caractéristique principale de Saint-Georges. Cette stigmatisation fut durable, comme je le montre dans mes recherches et dans d'autres publications, qui analysent comment la culture raciale et raciste, ainsi que la médiatisation de cette culture au XVIIIe siècle en France, frappèrent Saint-Georges à maintes reprises et participa à son isolement dans les dernières années de sa vie avant son décès en 1799. Ceci étant dit, il ne faut pas voir le chevalier de Saint-Georges comme une simple victime. Il ne le fut point. Comme je l'ai déjà mentionné, et ici je passe à la dernière partie de ma communication, donc voilà mon point, c'est de dire que, en effet, s'il y avait des sortes de petites œuvres qui circulaient, des porcelaines, des bijoux avec les portraits de Rousseau, d'ailleurs on peut toujours en acheter si vous vous intéressez, il n'y avait pas ces sortes de commodités de produits pour des gens comme Saint-Georges ou comme Sarah Bartman. Et puis, ce qu'on voit plus tard, lors de la Révolution, c'est que Saint-Georges a réussi à utiliser sa célébrité. C'était en 1789 sa deuxième visite à Londres. Sa première visite avait créé ce tableau très célèbre où il est en train de faire un assaut avec le chevalier d'Éon. Il avait pu faire en effet une frénésie médiatique pour un assaut qu'il avait fait contre un certain maître Godard. Donc il y a l'échange que vous voyez ici. Quelqu'un l'avait écrit en anglais pour lui parce que lui, il ne parlait pas anglais. Donc foisonnement, énorme frénésie médiatique pour cet assaut, des paris placés. Et ce qui se passe, c'est que Saint-Georges, la première date de cet assaut, c'est M. Godard qui le fait pas, qui décide, qui refuse de faire l'assaut. Donc c'est reporté à une date ultérieure. Et du coup, attendez, est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas plus. Et du coup, voilà, enfin, ils se rencontrent et ce qu'on a découvert dans les documents, les mémoires de ses amis, c'est que probablement, lui, il avait placé lui-même des paris, Saint-Georges, dans son propre assaut pour pouvoir, et en fin de compte, au lieu de gagner comme prévu, comme sa réputation, sa célébrité indiquait, il avait fait à l'assaut égalité. Donc égalité avec Godard, personne n'a gagné, et donc tous les paris soutenant Saint-Georges étaient perdus, et donc Saint-Georges a pu visiblement gagner beaucoup d'argent en utilisant donc les médias et en jouant de façon qui n'était pas encore illégale avec les paris de son sport. Donc tout cela pour vous dire, je passe au dernier commentaire, tout dernier. Pour vous dire que le cas du chevalier de Saint-Georges montre qu'il est essentiel d'adopter une approche intersectionnelle dans les études sur la culture de la célébrité et des lumières médiatiques à l'ère de l'empire de l'esclavage et du racisme scientifique naissant. Le chevalier dépendait des mécanismes de la célébrité, même si cela voulait dire qu'il succombait au racisme anti-noir. J'ai perdu ma place. Et oui, bien sûr, la perte, en effet, ces stéréotypes ont joué un rôle décisif dans la chute publique de Saint-Georges, la perte de sa commission militaire et son emprisonnement pendant la Révolution française, et l'oubli de sa musique, ainsi que de son propre nom dans l'histoire, qui s'en rappellera injustement comme le Mozart noir. D'un autre côté, l'expérience des lumières médiatiques et de la célébrité lui ont permis d'en tirer parti. Il a utilisé sa renommée, les médias et le pouvoir du marché pour se soutenir dans une période de troubles politiques et des difficultés financières.
Ses efforts constants pour construire et maintenir un public en France métropolitaine et au-delà ont fait de lui la première célébrité noire du monde atlantique et révèlent une histoire importante de ce qu'Emma Rothschild appelle la vie intérieure des empires à l'époque des Lumières et des révolutions atlantiques. Merci beaucoup.